Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on a une mission un peu spéciale. On va décortiquer ensemble une revue scientifique pour aider à préparer une présentation de 20 minutes. Oui, et le défi, c'est de rendre tout ça accessible à un public non scientifique. Exactement. On a sous les yeux une revue systématique sur la respiration diaphragmatique, celle de Kwan et ses collaborateurs, avec pas mal de notes. Le but, c'est vraiment de structurer un exposé en 4 diapos: intro, méthode, discussion et conclusion. Mhm. Et petite contrainte, la présentation doit commencer par une phrase bien précise. Ce travail a été réalisé par Frédéric André, associé à la méthode Reboot. D'accord, alors on y va, on s'élance. Allons-y. La matière première, c'est du solide. C'est d'une revue de 48 essais, contrôlés, randomisés. C'est un travail colossal. Notre boulot, c'est de transformer ça en une histoire claire. Une enquête presque. J'aime bien cette idée. Alors, diapo 1, l'introduction. Pour captiver le public, il faut d'abord dire de quoi on parle. C'est quoi simplement cette fameuse respiration diaphragmatique? Alors, c'est une technique volontaire, on l'appelle souvent respiration abdominale. L'idée, en fait, c'est de contracter le diaphragme pour que le ventre se gonfle quand on inspire. D'accord, avec le moins de mouvement possible de la poitrine? C'est ça. Mais le plus fascinant, et c'est le cœur du sujet, c'est son double mécanisme d'action. Ça agit sur deux niveaux en même temps. Ah oui, lesquels? Premièrement, il y a un effet régulateur. Respirer lentement, profondément, ça module notre système nerveux autonome. C'est-à-dire? Ben, ça augmente ce qu'on appelle le tonus vagal. En gros, ça active le grand nerf du calme. Et en même temps, ça réduit la dominance du système sympathique, celui du stress, quoi. D'accord. C'est un peu comme un interrupteur qui nous ferait passer du mode alerte au mode repos. C'est une excellente image, c'est exactement ça. Et le deuxième effet, lui, il est purement mécanique. Mécanique. Oui, le mouvement du diaphragme, de haut en bas, ça agit comme un piston. Ça change les pressions dans le thorax, dans l'abdomen, et ça a un impact direct sur, par exemple, la digestion. Ah, d'accord, je vois. C'est pour comprendre ces effets sur différentes pathologies qu'une revue comme celle-ci était nécessaire. Tout à fait. Parfait pour l'intro, ça pose bien le cadre. Passons à la diapo 2, la méthodologie. Comment les chercheurs ont-ils fait le tri? C'est souvent la partie un peu aride, comment on peut la rendre intéressante? En la présentant comme une enquête, justement. Les chercheurs ont suivi un protocole hyper strict, le PRISMA. D'accord. Le point de départ, c'est une recherche massive dans 6 bases de données. Et là, ils ont trouvé presque 23 000 articles. 23 000. C'est vertigineux. Comment on passe de ça à seulement 48 à la fin? C'est un sacré entonnoir. Après avoir enlevé les doublons, il restait plus de 15 000 titres et résumés à examiner. Incroyable. Et à partir de là, ils en ont lu 176 en entier pour n'en garder au final que 48. Et qu'est-ce qui fait qu'une étude était gardée ou rejetée? Des critères très précis. On appelle ça PICOS. C'est un acronyme. PICOS. Alors décortiquons. Le P P. pour population, uniquement des adultes. I pour intervention. Il fallait que ce soit des exercices de respiration diaphragmatique bien définis, pas juste de la relaxation en général. Exactement. C pour comparateur. Il fallait un groupe de contrôle pour pouvoir comparer, n'est-ce pas? Logique. Il nous reste le O et le S. O pour outcomes, les résultats. Donc toute mesure de santé, qu'elle soit physiologique ou psychologique. Et le S, le plus important, study design, le type d'étude. Oui. Et là, ils ont pris uniquement le gold standard de la recherche, les essais contrôlés randomisés. La crème de la crème. D'accord. Le message clé ici, c'est vraiment de montrer la rigueur du processus. Les conclusions ne sortent pas de nulle part. Voilà. C'est pour garantir la qualité de l'analyse. Très clair. On entre maintenant dans le vif du sujet. Diapo 3, la discussion. La demande, c'était de la diviser en deux axes, les protocoles et la qualité des études. Commençons par les protocoles. Ça ressemblait à quoi concrètement ces entraînements? Alors là, c'est un point crucial. Il n'y a pas un seul protocole, mais une diversité immense, ce que les scientifiques appellent une hétérogénéité substantielle. C'est-à-dire que chacun faisait un peu à sa sauce? C'est un peu ça, oui. Par exemple, la fréquence respiratoire. Ça allait de 2 respirations par minute, ce qui est très très lent. Pardon, 2 par minute? C'est une inspiration et une expiration toutes les 30 secondes. C'est presque surhumain. Ça demande un entraînement, oui. Et à l'autre bout du spectre, on avait des protocoles à 10 respirations par minute. La plus courante, c'était 6 par minute.
Et pour la durée des sessions, pareil. Même chose. Ça allait de 3-5 minutes à des sessions de 45 minutes. Et la durée totale du programme, ça pouvait être une séance unique pour un effet immédiat ou un programme sur 12 semaines. D'accord, donc sous la même étiquette, on a des pratiques qui sont en fait très différentes. Ça doit être compliqué pour comparer les résultats. Extrêmement. Et c'est pareil pour les indicateurs de surveillance. Fréquence cardiaque, questionnaire sur l'anxiété, fonction pulmonaire, c'était très varié. Je comprends. Ça nous amène à la deuxième partie de cette diapo, la qualité de ces études. Comment on peut en parler sans perdre l'auditoire? En utilisant un outil simple mais puissant que les auteurs ont employé, l'échelle Cochrane-Robb 2. Ce n'est pas une note, mais ça évalue le risque de biais. Le risque de biais, en gros, est-ce que les résultats sont fiables ou pas? C'est ça. L'outil regarde 5 domaines, mais il y en a 2 qui sont particulièrement importants ici. Le problème numéro 1, c'est la sélection des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 93% des études n'avaient pas de protocole préenregistré. 93%! C'est énorme. Oui, Et ça crée un doute. Est-ce que les chercheurs ont publié tous leurs résultats ou seulement ceux qui allaient dans le sens de leur hypothèse? On ne peut pas le savoir. ça jette une ombre en effet. Et le deuxième problème? C'est la mesure des résultats. Pour 64% des mesures, il y a un biais potentiel. Ah! Et pourquoi? Parce que, contrairement à un médicament où on peut donner un placebo, un exercice respiratoire, on ne peut pas le faire en aveugle. Le patient sait ce qu'il fait. Ah oui, bien sûr. Ce qui peut influencer son ressenti, j'imagine, surtout pour des choses subjectives comme la douleur ou l'anxiété. Exactement. Et tout ça nous amène au chiffre le plus marquant, je pense, pour la présentation. Lequel? Seulement 2,12% de tous les résultats analysés ont été jugés comme ayant un faible risque de biais. Attendez, 2%. À peine. C'est une douche froide, là. Est-ce que ça veut dire que tout est à jeter? Non, pas du tout. C'est là que l'analyse devient nuancée. Ça veut dire qu'il faut trier les preuves par niveau de confiance. D'accord. On a des preuves de haute qualité, avec un faible risque de biais. On en trouve pour le syndrome post-Covid, où la respiration améliore la capacité physique. Ok, mais aussi pour la chirurgie cardiaque, avec une conclusion négative, hein. Là, la respiration est moins efficace que les soins standards. C'est important de le dire aussi. Et pour les preuves de qualité un peu moins bonnes. On a les preuves de qualité modérée, c'est le cas pour le reflux gastro-œsophagien, le RGO, et l'anxiété. Là, malgré les limites, les 7 études sur le RGO montrent toutes des résultats positifs et cohérents. C'est très prometteur. Mhm. Et enfin, on a les preuves de faible qualité, pour la lombalgie par exemple, où les faiblesses des études sont trop importantes pour pouvoir conclure quoi que ce soit. Ok, c'est beaucoup plus nuancé. Synthétisons tout ça pour la dernière diapo, la conclusion. Quel est le message final à retenir? Le message doit être équilibré. Premièrement, ce qui fonctionne. La respiration diaphragmatique est une thérapie complémentaire prometteuse. Il faut bien insister sur le mot complémentaire. Absolument. Ce n'est pas un remède miracle, mais elle montre des bénéfices solides pour le RGO, l'anxiété ou le post-Covid. D'accord. Et le deuxième point, les limites. 1. Il faut être prudent. Dans le cas de la chirurgie cardiaque, elle ne doit pas remplacer les soins standards. Et surtout, la base de preuve est limitée par le manque de standardisation et la qualité méthodologique souvent moyenne. Le fameux chiffre de 2,12% illustre bien ça. Il y avait aussi un point sur la sécurité, non? Oui, et c'est une lacune. Seulement 18,75% des études ont rapporté les données de sécurité. Alors, il n'y a eu aucun effet secondaire grave, mais c'est quand même un point à noter. Très bien. Et pour finir, quelles sont les grandes tendances pour l'avenir? Il y en a 2 qui se dégagent. La première, c'est que la science doit devenir plus rigoureuse. C'est une évidence. Voilà. Standardiser la durée, la fréquence et utiliser des mesures plus objectives, comme le biofeedback par exemple. D'accord. Et la deuxième tendance? La deuxième, c'est de bien comprendre que la respiration diaphragmatique, ce n'est pas un gadget. Pour le RGO, le Covid long, les bénéfices reposent sur des mécanismes physiologiques réels. L'enjeu maintenant, c'est de transformer cette promesse en preuve scientifique vraiment solide. La structure me semble très claire. Avant de conclure, quelle serait la dernière pensée, la question à laisser au public à la fin de la présentation, pour ouvrir la discussion? On pourrait rebondir sur le principal obstacle, le manque de standardisation, la fameuse dose. Oui. On pourrait poser la question suivante. Si la recherche future arrivait à définir la dose optimale de respiration pour chaque pathologie, comme on le fait pour un médicament, est-ce que cette technique pourrait un jour passer du statut de thérapie complémentaire à celui de prescription médicale à part entière? C'est une excellente ouverture.
Ça pose la question de la prochaine frontière à explorer. C'est exactement ça. Eh bien voilà, une structure solide. C'est tout pour cette analyse. Bonne chance pour la présentation. Merci.